Bienvenue sur RG News. Aujourd'hui, nous allons discuter du top 10 des actualités IA du 1er juillet 2025. Bonjour. Et oui, un paysage technologique qui franchement bouge à une vitesse folle. On n'est plus sur des changements annuels, mais presque mensuels, voire hebdomadaires parfois. C'est exactement ça. D'où l'importance cruciale de faire cette veille et de décrypter un peu ce qui se passe pour rester pertinent. Tout à fait. Parce que ça touche à tout, la tech, la société, nos métiers. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de plonger dans les 10 actualités qui nous ont semblé les plus marquantes de la veille. Celles qui dessinent un peu les tendances de fond, quoi. Exactement. Et on commence fort, si je ne m'abuse, avec ce qui ressemble à une nouvelle phase dans la course à l'IA. Oui, le premier point. La guerre des modèles de raisonnement. OpenAI, Google, XA. Fuite coordonnée ou pur hasard? On sent que le terrain de jeu change. Ah, ça c'est clair. On dirait bien qu'on sort de la course à la taille pure, hein, au nombre de paramètres. Maintenant, le nerf de la guerre, ça semble être le raisonnement complexe et la capacité d'action. C'est-à-dire, concrètement. Les infos qui circulent parlent d'OpenAI qui bosserait sur une IA unifiée, peut-être GPT 4.5 ou une série O, on ne sait pas trop. L'idée, ce serait une IA qui intègre plusieurs capacités. OK. Et Google et XA. Alors Google, avec Gemini 2.0, mettrait le paquet sur l'action, l'exécution de tâches via des outils. Il parle de grands modèles d'action, c'est assez parlant comme nom. Oui, ça évoque une IA qui fait des choses, pas juste qui parle. Exactement. Et XAI, la boîte d'Elon Musk, avec Grok 3, viserait le raisonnement pur, la logique et les agents vraiment autonomes. C'est un peu leur créneau, ça. Des agents autonomes. Le mot est lâché. Ça veut dire quoi ça pour nous au quotidien ou dans les entreprises? Ça change potentiellement tout. Imaginez une IA qui ne se contente plus de générer du texte ou une image, mais qui peut, je sais pas moi, réserver vos billets, gérer votre agenda, interagir avec d'autres logiciels, bref, accomplir des tâches complexes de bout en bout. D'accord. Donc on passerait de l'IA assistante à l'IA agente, qui prend des initiatives. C'est un peu ça. L'impact sur les processus métiers pourrait être énorme, et sur notre interaction avec la tech en général. Mais bon, ça soulève aussi des questions de contrôle, de sécurité, c'est pas anodin. On imagine bien. Et pendant que cette course ça s'accélère, on a IBM qui fait une annonce assez fracassante dans un autre domaine, le quantique. Ah oui, le deuxième point. IBM est l'ordinateur quantique tolérant aux pannes. Il fixe un cap et il est plutôt audacieux. 2029 pour une machine quantique fiable de 200 qubits logiques. 200 qubits logique. Pour ceux qui ne sont pas familiers, ça veut dire quoi logique et tolérant aux pannes? Alors, en gros, les qubits physiques sont très instables, très sensibles au bruit. Pour faire un calcul fiable, il faut en utiliser plusieurs, avec des systèmes de correction d'erreurs, pour créer un qubit logique, beaucoup plus stable. Tolérant aux pannes, ça veut dire qu'il peut faire des calculs longs et complexes, sans être noyé par les erreurs. D'accord. Et comment ils comptent y arriver d'ici 2029? C'est demain, ça. Mais leur feuille de route, appelée Starling, s'appuie sur deux piliers. D'abord, une méthode de correction d'erreurs, LDPC, qui serait très efficace, et ensuite une architecture modulaire qui permet de connecter plusieurs puces quantiques. L'objectif annoncé, c'est d'atteindre 100 millions de portes logiques. C'est colossal. Et l'impact, si ça se réalise, hein, c'est la révolution promise par le quantique qui arrive enfin. Ça pourrait être un tournant majeur, oui. On parle là d'un avantage quantique commercialement viable, des machines capables de résoudre des problèmes insolubles pour les supercalculateurs classiques, en chimie, en matériaux, en finance. Mais il y a le revers de la médaille, non? La sécurité de nos données. Exactement, le gros point noir, ou en tout cas le gros défi. Un ordinateur quantique de cette puissance pourrait casser la plupart des systèmes de chiffrement qu'on utilise aujourd'hui pour sécuriser nos communications, nos transactions bancaires, d'où l'urgence absolue de déployer la cryptographie post-quantique, la PQC. C'est plus une option là, hein. Ok, donc une avancée potentielle énorme, mais avec des défis de sécurité majeurs. Ça nous amène peut-être au troisième point, la régulation. L'Europe semble justement vouloir encadrer tout ça avec les AI Act. Oui, troisième actu, le UEI Act en action, le coup près tombe, comme dit l'accroche. L'Europe précise les règles pour l'IA dite à haut risque et ça met la pression sur toute l'industrie tech mondiale. Concrètement, qu'est-ce qui a été publié? L'IA Office, le bureau européen dédié à l'IA, a sorti ses premières lignes directrices contraignantes. Elle clarifie ce qu'est un système d'IA à haut risque. On parle des IA utilisées dans l'emploi, le recrutement, l'octroi de crédit, l'éducation, la justice, les infrastructures critiques. Des domaines sensibles, quoi. Et quelles sont les obligations pour les entreprises qui développent ou utilisent ces IA?
Elles sont très strictes. Il y a des exigences de transparence, de robustesse, de supervision humaine, de qualité des données. C'est un cadre assez lourd et surtout, les sanctions en cas de non-conformité sont dissuasives, jusqu'à 7% du chiffre d'affaires mondial annuel. Ah oui, quand même. C'est énorme, ça risque pas de freiner l'innovation en Europe? C'est le grand débat, hein. D'un côté, l'Europe veut poser un cadre éthique et de confiance. De l'autre, il y a la crainte de brider les entreprises européennes face à la concurrence américaine ou chinoise, souvent moins régulée. On voit déjà une divergence s'installer entre cet effet Bruxelles et des approches plus libérales ailleurs. C'est une tension qu'on va suivre de près. Passons à une application plus positive de l'IA, si on peut dire. La biologie avec AlphaFold 3. Quatrième point. Ah, AlphaFold 3. Oui, AlphaFold 3 révolutionne la biologie. C'est pas exagéré. DeepMind, filiale de Google, a validé la capacité de leur nouvelle IA à prédire non seulement la structure 3D des protéines, comme le faisait AlphaFold 2, Ce qui était déjà une révolution. exactement. Mais là, Aleph 3 va plus loin. Il prédit comment les protéines interagissent entre elles, mais aussi avec d'autres molécules clés. Les ligands, comme les médicaments, les acides nucléiques, ADN, ARN, et même l'énergie de ces liaisons. C'est comme avoir une carte ultra détaillée de toutes les interactions moléculaires dans nos cellules. C'est un peu ça, oui. Comprendre ces interactions, c'est fondamental pour comprendre les maladies et pour concevoir des médicaments ciblés. AlphaVol 3 pourrait accélérer drastiquement cette découverte. C'est une nouvelle ère pour la biologie computationnelle. Et est-ce que c'est une technologie propriété ou est-ce que la recherche peut s'en emparer? Alors, AlphaFold 3 lui-même vient de DeepMind, mais l'article mentionne aussi l'émergence rapide d'alternatives au open source, comme ElixFold 3. C'est important, ça démocratise l'accès à ces outils puissants. L'impact attendu, c'est une accélération folle de la découverte de médicaments et peut-être à terme des avancées vers la médecine personnalisée. Fascinant. Mais l'IA, malheureusement, a aussi son côté sombre. Le cinquième point nous le rappelle durement. L'offensive des cyberarmes IA. Alerte rouge, apparemment. Oui, et là, on parle de quelque chose d'assez inquiétant. Un rapport récent de Unit 42, une entité de cybersécurité, signale l'émergence de ransomware autonomes dopés à l'IA qui arrivent à déjouer les défenses classiques. Autonome. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin d'un humain derrière pour attaquer. C'est l'idée. Ils utilisent l'IA générative pour muter constamment, changer leur code, leur méthode d'attaque. L'exemple donné est WormGPT, un malware polymorphe qui s'adapte pour échapper à la détection. L'IA est utilisée à toutes les étapes, pour créer des emails de phishing hyper personnalisés, pour trouver des failles, pour exécuter l'attaque, pour se propager. Ça rend les défenses basées sur les signatures de virus complètement obsolètes, j'imagine. Exactement. Si le malware change tout le temps, la signature ne sert plus à grand-chose. Ça oblige à repenser complètement la cybersécurité. Il faut des défenses elles-mêmes basées sur l'IA, capables de détecter des comportements anormaux plutôt que des signatures connues. Et ça pousse aussi vers des approches plus radicales, comme le Zero Trust, où on ne fait confiance à rien par défaut, ou la segmentation extrême des réseaux. C'est une course aux armements IA contre IA qui s'engage. Ça fait froid dans le dos. Face à ces menaces et à la domination technologique de certains acteurs, l'Europe essaye de réagir. Sixième point. Eurostack, souveraineté numérique européenne. Une contre-attaque. Oui, l'Europe qui cherche à reprendre la main. Eurostack, c'est un projet, ou plutôt un plan ambitieux pour bâtir une infrastructure numérique souveraine. L'idée, c'est de réduire la dépendance vis-à-vis des géants américains et chinois dans des domaines clés comme les puces électroniques, le cloud et bien sûr l'IA. C'est un peu le pendant industriel de l'AI Act sur le plan réglementaire. On peut voir ça comme ça, il y a une volonté politique forte. Le plan prévoit des investissements massifs. On parle de 10 milliards d'euros pour commencer, et il est même question d'une politique de type Buy European Act pour favoriser les entreprises européennes dans les marchés publics. L'objectif, c'est de créer un troisième pôle technologique mondial. C'est clairement l'ambition affichée. Ça pourrait créer de belles opportunités pour l'industrie européenne, pour nos startups, nos centres de recherche. Mais il y a aussi un risque, c'est celui de la fragmentation du marché mondial, si chacun se replie sur sa stack technologique souveraine. C'est un équilibre délicat à trouver. Un enjeu majeur pour les années à venir. On revient au défi intrinsèque de l'IA avec le septième point. Crise de la boîte noire et urgence ex-AI. Le manque de transparence devient critique. Absolument. Le point de départ, c'est un incident, fictif, mais très réaliste apparemment, où une IA médicale aurait fait une erreur de diagnostic ou de recommandation avec des conséquences graves.
Et le problème, c'est l'incapacité d'expliquer pourquoi l'IA a pris cette décision. C'est ça la boîte noire. Donc, l'IA explicable, la XAI, devient non plus un luxe, mais une nécessité. Exactement, c'est vital, surtout dans les domaines à haut risque comme la santé, la finance, la justice. On a besoin de comprendre le raisonnement de l'IA pour pouvoir lui faire confiance, pour identifier les biais, pour corriger les erreurs et aussi pour établir les responsabilités en cas de problème. Et on a des outils pour ça, pour ouvrir cette boîte noire. Oui, il y a des méthodes qui émergent et qui sont mentionnées, comme LIME ou SHIP. Ce sont des techniques qui essayent d'expliquer une décision spécifique d'un modèle complexe. Il y a aussi la recherche sur des modèles intrinsèquement plus interprétables. C'est un domaine de recherche très actif, poussé à la fois par le besoin de confiance et par la pression réglementaire, comme celle de l'EACT justement. L'explicabilité devient un avantage concurrentiel. Logique. On passe à un domaine plus créatif maintenant, le cinéma et la vidéo. 8e actu, cinéma IA. Nouveau modèle, même défi. Sora a de la concurrence, mais il y a un hic. Oui, ça bouge aussi très vite côté génération vidéo. Runway, un des acteurs majeurs, vient de lancer Gen 3, qui met l'accent sur le contrôle créatif offert aux utilisateurs. Et une autre boîte, Quashi, a sorti Kling 2.1, apparemment très fort sur le photoréalisme. Il défie clairement Sora d'OpenAI. Visuellement, les progrès sont bluffants. On voit des vidéos générées assez incroyables. C'est vrai, le réalisme, la qualité d'image, la fluidité des mouvements, tout ça progresse à une vitesse stupéfiante. On peut faire des choses impressionnantes pour des clips courts, de la pub, de la prévisualisation de scènes. Mais il y a un mais, j'imagine. C'est quoi le défi qui persiste? Le Saint Graal insaisissable, comme le dit l'article, c'est la cohérence. Maintenir l'apparence d'un personnage ou d'un objet identique et logique sur plusieurs plans, plusieurs scènes, dans une narration longue. Ça, les modèles actuels ont encore beaucoup de mal à le faire de manière fiable. Un personnage peut changer de vêtements, un objet disparaître. D'accord. Donc, des outils très puissants pour le court format, mais pas encore prêts à remplacer un réalisateur pour un long métrage avec une histoire complexe. C'est ça, la cohérence temporelle et narrative sur la durée, c'est le gros verrou à faire sauter pour que l'IA puisse vraiment s'attaquer à des formats longs comme le cinéma. Mais vu la vitesse des progrès, qui sait quand ce verrou sautera? On surveillera ça. 9e point, on explore une alternative à la domination des géants de la tech, la démocratisation par l'IA décentralisée, DAI. Une alternative crédible? C'est une tendance intéressante, oui. L'idée de l'IA décentralisée ou DAI, c'est d'utiliser des technologies comme la blockchain et l'apprentissage fédéré pour distribuer l'IA, en gros. Distribuer quoi, K? Le calcul, les modèles, La gouvernance. un peu tout ça. Des plateformes comme BitTensor, qui est souvent cité, permettent de répartir l'entraînement des modèles et l'inférence, l'utilisation des modèles, sur un réseau décentralisé d'ordinateurs. La blockchain sert à coordonner tout ça et à récompenser les participants, souvent avec des crypto-jetons. Et quels sont les avantages promis par cette approche? Les promesses sont alléchantes. Plus de transparence sur le fonctionnement des modèles, une meilleure sécurité car il n'y a pas de point central à attaquer, une distribution plus équitable de la valeur créée et potentiellement plus de contrôle pour les utilisateurs sur leurs données et les IA qu'ils utilisent. C'est une sorte de vision plus démocratique de l'IA. Et ça pourrait menacer la position des Google, OpenAI, Microsoft? Potentiellement, à terme, si ces réseaux décentralisés arrivent à offrir des performances comparables à moindre coût et avec plus de garanties, ça pourrait attirer beaucoup de développeurs, de startups et d'utilisateurs. C'est encore émergent, mais c'est une voie à surveiller de près comme alternative au modèle très centralisé actuel. Très intéressant. On arrive à notre 10e et dernière actualité qui nous ramène à la médecine. L'IA générative révolutionne la conception de médicaments de novo. L'IA invente des médicaments. Oui, et c'est peut-être l'une des applications les plus excitantes de l'IA générative. On parlait d'AlphaFold 3 qui aide à comprendre les interactions. Là, on parle d'IA qui crée des molécules totalement nouvelles, qui n'existent pas dans la nature, conçues spécifiquement pour agir sur une cible biologique liée à une maladie. C'est la conception de novo. Comment ça marche, en gros? On utilise des modèles génératifs comme les VAE, auto-encodeurs variationnels, ou les GANs, réseaux antagonistes génératifs, qu'on entraîne sur d'immenses bases de données de molécules existantes. Ensuite, on leur demande de générer de nouvelles structures moléculaires qui ont les propriétés souhaitées pour devenir un médicament, bien se lier à la cible, être absorbable par le corps, ne pas être toxique, etc. Et ça donne des résultats concrets.
On a des médicaments créés par IA qui arrivent sur le marché? On n'en est pas encore tout à fait au marché, mais ça avance très vite. Un rapport récent confirme l'impact majeur. Plus de 150 candidats médicaments issus de l'IA générative seraient actuellement en phase de découverte préclinique et une quinzaine auraient même déjà atteint les essais cliniques sur l'humain. C'est énorme. 15 en essais cliniques? Ça veut dire que ça pourrait vraiment transformer la R&D pharmaceutique? Absolument. Ça pourrait réduire considérablement les coûts et les délais de développement de nouveaux médicaments qui sont aujourd'hui astronomiques. Ça ouvre aussi l'espoir de trouver enfin des traitements pour des maladies considérées comme incurables, pour lesquelles les approches traditionnelles piétinent. Mais il y a des défis quand même, j'imagine, hein. Oui, le principal défi, c'est souvent la synthèse chimique. L'IA peut imaginer une molécule géniale sur le papier, mais il faut ensuite réussir à la fabriquer en laboratoire. Et parfois, c'est très complexe ou coûteux. Mais même avec ce défi, le potentiel de refonte de la R&D pharma est immense. Eh bien, quel tour d'horizon. Si on essaye de synthétiser un peu tout ça, quelles sont les grandes lignes de force qui se dégagent de ces 10 actualités? Je dirais qu'il y en a 4 principales qui ressortent clairement. Premièrement, cette fameuse guerre des agents IA. On passe de l'IA qui analyse à l'IA qui agit. C'est un changement fondamental. D'accord. La deuxième? Deuxièmement, la divergence réglementaire qui s'accentue. L'Europe qui serre la vis avec l'AI Act face à d'autres approches potentiellement différentes ailleurs. Ça va créer des tensions et des complexités pour les acteurs mondiaux. Logique. Troisième tendance? Troisièmement, ce pont de plus en plus solide entre le in silico et le in vitro ou même in vivo, l'IA qui accélère la découverte scientifique de manière spectaculaire, comme on l'a vu avec AlphaFold, ou la conception de médicaments, mais qui nécessite toujours une validation dans le monde réel. Cette interaction est clé. Et enfin, la quatrième. Et quatrièmement, le compte à rebours quantique qui semble bel et bien engagé, en tout cas si on en croit IBM, l'horizon d'un ordinateur quantique utile et potentiellement disruptif se rapproche sérieusement. Agence IA, régulation divergente, pont science IA réelle et compte à rebours quantique. Ça fait beaucoup. Oui, et ce n'est qu'un instantané, hein. La semaine prochaine, on aura peut-être les premières sanctions de l'AI Act, une réponse réglementaire américaine, une percée sur la cohérence vidéo, un nouveau jalon quantique. Ça ne s'arrête jamais. C'est clair. Et ça soulève une question de fond, peut-être une pensée finale pour conclure. Cette vitesse d'innovation est juste vertigineuse. Absolument. La question n'est plus vraiment si ces technologies vont changer le monde en profondeur. Ça semble acquis. La vraie question, c'est comment on va, collectivement, réussir à orienter cette transformation pour qu'elle bénéficie réellement au plus grand nombre, qu'elle serve le progrès humain au sens large. C'est le défi majeur, non? C'est exactement ça. Comment s'assurer que cette puissance incroyable soit mise au service du bien commun et pas seulement de quelques intérêts? C'est une responsabilité partagée. Retrouvez-nous demain sur RG News à 18 h pour les actualités IA de la veille. N'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche.